Pour la fonction f, il ne sera pas difficile d'obtenir un développement limité puisque f s'exprime à l'aide de fonctions usuelles simples, en l'occurrence la fonction logarithme, pour laquelle on dispose d'un développement limité. Par contre, pour la bijection réciproque, la fonction f-1, là, cette fonction ne possède pas d'expression explicite à l'aide de fonctions usuelles, et malgré tout, on arrivera quand même à trouver son développement limité. Donc tout d'abord, on va mettre au point quelques justifications pour s'assurer que les formules ont bien un sens. Pour n'importe quel x réel, on voit que le 1 plus x carré, bon, x carré étant positif, ça c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc 1 plus x carré, il sera strictement positif, il va tomber toujours dans l'intervalle de 0 à plus l'infini, et ce, pour n'importe quel x réel. Alors justement, cet intervalle de 0 à plus l'infini, c'est là où la fonction logarithme est définie, continue, dérivable autant de fois que l'on veut. Donc, la fonction f, elle va être définie, continue, dérivable sur R. Donc maintenant, R, c'est l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini, donc il faut qu'on étudie la limite de f aux bornes de cet intervalle. Quand x tend vers moins l'infini, là, il n'y aura pas de problème, pas de forme indéterminée, parce que x carré tend vers plus l'infini, 1 plus x carré tend vers plus l'infini, donc son logarithme, lui aussi, il va tendre vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc, il n'y a pas de forme indéterminée, le logarithme tend vers plus l'infini, et le moins x aussi, on aura une limite plus l'infini. Par contre, quand x tend vers plus l'infini, là on a une forme indéterminée. Le logarithme tend toujours vers plus l'infini, mais ici, le second terme tend vers moins l'infini. Donc plus l'infini plus moins l'infini, là c'est une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on aura besoin d'une limite de référence qui est utilisée très fréquemment, log de x sur x, là aussi une forme indéterminée, mais en cours, on a fait une fois pour toutes la démonstration qui lève l'indétermination sur ce quotient et qui assure que la limite est nulle. Donc c'est le x qui l'emporte sur le logarithme. Dans le logarithme, c'est le x carré qui est prépondérant, on va le mettre en facteur. Donc on aura x carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, et plus loin, moins x. Ce qui nous fait du log de x carré plus log de 1 plus 1 sur x carré. Log de x carré, on sait qu'on peut faire descendre l'exposant, ça va nous faire du 2 log de x. Et maintenant, on va mettre x en facteur. Quand x tend vers plus l'infini, on a 1 sur x carré qui tend vers 0, donc 1 plus 1 sur x carré qui tend vers 1. Donc ce terme ici, il va tendre vers log de 1, c'est-à-dire 0. Donc tout le crochet, il va tendre vers 2 fois 0, la limite nulle. Le produit ici, donc limite nulle, multiplié par une seconde limite nulle, il n'y a aucune forme indéterminée. Et pour finir, la constante moins 1. Voilà, donc tout le crochet a une limite très simple, juste moins 1. Et si on récapitule, on a maintenant la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Le x en facteur devant le crochet, lui, sa limite, c'est plus l'infini. Et le crochet, il a une limite moins 1. Donc, au total, la limite en plus l'infini pour la fonction f, ça va être moins l'infini. Maintenant, il faut investiguer le sens de variation de f, c'est-à-dire le signe de sa dérivée. Pour la fonction composée log de u, on sait que la dérivée c'est u' sur u, donc on obtiendra pour la fonction f', u au dénominateur et au numérateur u', c'est-à-dire 2x, et la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1. On va tout rassembler au-dessus d'un même dénominateur. Donc on se retrouve avec 2x moins 1 moins x carré. Et on reconnaît une identité remarquable, x moins 1 au carré. Et c'est exactement l'opposé qui apparaissait au numérateur.
Voilà, donc un carré, c'est positif ou nul. Le dénominateur, il est positif aussi. Donc cette fonction, elle va être négative ou nulle pour tout x réel. Donc déjà, ça nous assure que la fonction f, elle est décroissante au sens large sur R. Donc maintenant, il faudrait obtenir mieux. Il faudrait obtenir la décroissance stricte de la fonction f. C'est-à-dire qu'il faudrait écarter la possibilité que f puisse présenter un palier horizontal, c'est-à-dire un intervalle non réduit à un point, où la fonction f soit constante sur cet intervalle, c'est-à-dire sa dérivée serait nulle sur cet intervalle. Or justement, on voit bien que la dérivée, elle est nulle en un seul point, le point d'abscisse x égale 1. Donc en ce point, la courbe représentative de f, elle aura une tangente horizontale, d'accord? Mais ce n'est pas un palier horizontal. Un seul point ne suffit pas à définir un palier. Donc là, on est certain que la fonction f ne présente aucun épisode où elle soit constante localement sur un intervalle. Donc on est sûr que f est strictement décroissante sur R. Une façon de le présenter, c'est peut-être de dresser le tableau de variation. Pour cette fonction f, donc je mets les valeurs de x sur la première ligne, les valeurs de la dérivée sur la deuxième ligne, et f de x, il sera représenté sur la troisième ligne. Voilà, donc x prend toutes les valeurs possibles sur R, de moins l'infini à plus l'infini, et on isole en particulier la valeur x égale 1, parce que là, la dérivée s'annule. Mais sinon, ailleurs, elle est négative. Là, quand je mets un signe moins, ça veut dire qu'on a vraiment une valeur strictement négative pour f' de x, quand x est dans l'intervalle de moins l'infini à 1, avec la borne 1 exclue. Pareil pour les x supérieurs strictement à 1, f' de x, je mets un signe moins, c'est vraiment strictement négatif. Donc la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît strictement sur l'intervalle de moins l'infini à 1, ouvert en 1, et puis ça continue. Je ne sais pas quelle valeur elle prend en 1, mais ensuite, sur l'intervalle de 1 à plus l'infini, elle continue à être strictement décroissante. Et puis, comme on a étudié les limites aux bornes de R, ici, on se rappelle qu'on avait une limite plus l'infini, une limite moins l'infini. Voilà, donc la fonction f est vraiment strictement décroissante sur R tout entier. Et ça va permettre de déterminer l'ensemble E de toutes les images de f, c'est-à-dire tous les nombres f de x pour tous les x réels. Donc déjà cet ensemble E, on est certain que c'est un intervalle, puisque l'image d'un intervalle par une application continue, c'est toujours un intervalle. Et cet intervalle, il n'est pas difficile à évaluer, puisque les nombres f de x ils décroissent depuis plus l'infini jusqu'à moins l'infini. Donc E, ça va être tout l'intervalle entre moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire que c'est R tout entier. Donc si on récapitule, qu'est-ce qu'on a comme information jusqu'ici? On sait que la fonction f est continue sur R, et aussi strictement décroissante sur R. Voilà, donc c'est un résultat classique à une fonction continue, strictement monotone, c'est une bijection. Donc f est bijective de R dans l'image de R par f, c'est-à-dire l'ensemble E. Bon, alors je sais bien que cet ensemble E ici c'est R, tout simplement, mais bon, on va garder les notations en général. On va noter G la bijection réciproque, c'est-à-dire l'application définie sur E et à valeur dans R. Voilà comment on va noter sa bijection réciproque. Donc je sais bien que dans l'énoncé, il avait noté f-1, mais j'aime pas trop cette notation. Elle est un peu ambiguë. f-1, on voit un -1 en exposant, on risque de commettre l'erreur de croire que c'est 1 sur f. Si vous avez f exposant -2, vous savez que c'est f au carré passé au dénominateur. Donc là, il y a un petit peu un risque aussi avec cette notation-là. Donc on va carrément choisir un autre nom, prendre une autre lettre pour désigner cette bijection réciproque. Donc la chose à retenir surtout, c'est les formules de changement de variable. Si on a y qui est égal à f de x, ça équivaut à x égale à g de y.
pour tout x dans R et pour tout y dans E. Une autre façon de le dire, si vous avez f de x, et ce nombre-là, vous lui appliquez à la fonction g, eh bien vous allez retomber sur x, pour tout x réel. Et vous avez aussi, par exemple, si vous partez de g de y, et ce nombre-là, vous lui appliquez la fonction f, eh bien vous retombez sur y pour tout y dans l'ensemble E. Donc il faut bien mémoriser ces formules, parce que ce sont elles qui permettent de définir la fonction g. On va tout de suite voir un exemple simple d'application de ces formules. Quand on regarde l'expression de f, c'est facile de vérifier qu'en x égale 0, pour f0, on obtient la valeur nulle. On a log de 1, plus loin, moins 0. La valeur 0 est facile à obtenir. Donc en appliquant l'encadré qui est là, on arrive tout de suite à savoir que g de 0, lui aussi, sera nul. Pour obtenir le développement limité de f, on va partir du développement de référence de la fonction logarithme. J'écris un développement limité à l'ordre 2, ici la partie principale, polynôme de degré 2, et puis le reste, avec t exposant 2 en facteur devant une fonction notée θ, une fonction de limite nulle. On va commencer par faire la substitution consistant à remplacer t par x carré. Donc, ce qui fournit log de 1 plus x carré, avec pour développement x carré moins x4 sur 2, et le reste x4, la fonction θ évaluée en x carré. Dans le reste, pour la fonction de limite nulle, afin de simplifier les notations, d'alléger les notations dans la parenthèse, on va noter cette fonction de limite nulle sous la forme epsilon de x. Et puis pour obtenir f de x, il y a juste à rajouter un terme moins x. Donc on va avoir moins x et je recopie le développement du logarithme. Donc j'ai plus x carré moins x4 sur 2 plus x4 epsilon x avec epsilon fonction de limite nulle quand x tend vers 0. Alors il n'y a pas de terme en x au cube, bon si on veut on peut le rajouter en disant que c'est un terme avec un coefficient nul, 0 fois x cube. On va maintenant aussi rechercher un développement limité pour la fonction g, la bijection réciproque par rapport à f, et on va aussi chercher un développement à l'ordre 4, donc pour l'instant on ne connaît pas les coefficients. Alors le coefficient du terme de degré 0, le terme constant, je vais noter ce coefficient alpha, et A, le coefficient pour le terme de degré 1, B, le coefficient pour le terme de degré 2, C pour y au cube, et D, le coefficient pour y puissance 4. Et puis il y aura un reste, y puissance 4, avec une certaine fonction, je sais pas, je vais la noter phi, qui devra tendre vers 0 quand y tend vers 0. Voilà, donc a priori 5 coefficients inconnus, mais le premier on va l'obtenir facilement, parce que alpha, qu'est-ce que c'est? C'est g de 0. Et lui, on l'a identifié précédemment, on a déjà signalé qu'il vaut 0. Donc il reste seulement 4 constantes, A, B, C et D à identifier. Alors y, c'est quoi? Eh bien y, c'est f de x. Donc pour y carré, il va falloir multiplier f de x par lui-même. Donc f de x, voilà, ça c'est f de x. Il faudrait l'élever au carré, c'est-à-dire le multiplier par lui-même. Je recopie. Voilà, donc on devrait multiplier deux parenthèses comportant chacune 4 termes. Donc si on développe totalement, on devrait avoir en tout 4 au carré, c'est-à-dire 16 termes, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc on ne va pas faire de zèle, on va faire apparaître seulement les termes avec des exposants inférieurs ou égaux à 4. Et puis les autres, on va économiser en essayant de les rassembler. Voilà, donc je vais distribuer la première parenthèse sur la deuxième. Donc je prends le terme en moins x et je le multiplie avec tout ce qui suit dans la deuxième parenthèse. Moins x multiplié par moins x, ça me fait plus x au carré. Moins x fois x au carré, ça me fait moins x au cube. Moins x fois
x4 sur 2. Là, ça me fait déjà du x puissance 5. Et pareil, au niveau du reste, x5 epsilon x. Mais comme je disais précédemment, tous les termes avec des exposants supérieurs à 4, on va essayer de les regrouper. Ici, regardez, si je mets x4 en facteur, on a bien x4 facteur d'une fonction qui tend vers 0. On va noter cette fonction epsilon indice 2 de x. Alors pourquoi epsilon indice 2? Bon, parce qu'elle apparaît là dans le développement de y carré. On n'a pas terminé le développement de y carré. Là, on a juste distribué moins x sur la seconde parenthèse. Donc maintenant, on va distribuer le terme x carré sur la deuxième parenthèse. Alors qu'est-ce que ça va nous faire? X carré fois moins x cube. X carré fois x carré, donc ça me fait un plus x4. Voilà, puis x carré fois x4 sur 2, ça va me faire du x6, pareil avec le reste. En gros, c'est rien que des termes. Si je mets x4 en facteur, il se retrouve facteur d'une fonction qui tend vers 0, exactement comme le reste que j'ai écrit en rose ici. Donc on va mettre ensemble ces deux restes. Et puis il faudrait aussi maintenant distribuer le x4 sur 2 sur la deuxième parenthèse, mais là déjà le premier produit, x4 fois moins x, ça me donne déjà du x puissance 5. Donc pareil, si je mets x4 en facteur, il me reste un second facteur qui tend vers 0, donc tous ces termes-là, on les rassemble avec le reste qu'on avait déjà mis en évidence, là x4 fois la fonction epsilon 2 de limite nulle. Donc finalement, y carré, on a un terme en x carré, des x cubes, ici j'en ai 2, moins x cube, ça va me faire moins 2x cube. Un terme en x4, et puis sinon, si on avait été plus explicite dans le développement, on aurait des termes en x5, x6, x8, rien que des termes comme le reste que j'avais détaillé en rose ici. On pourrait mettre x4 en facteur, et ce qui resterait après ce facteur, ça serait une fonction de limite nulle. Voilà, donc on les rassemble tous. Donc on aura un reste en x4 epsilon 2 de x, et cette fonction epsilon 2, elle rassemble plein de termes. On ne rentre pas dans les détails. La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'elle est de limite nulle quand x tend vers 0. Alors on constate que dans y, on peut mettre un x en facteur. Donc il va rester à l'intérieur moins 1 plus x, moins x3 sur 2. Et au niveau du reste, donc x3 epsilon de x. Et dans y2, on peut mettre x2 en facteur. Donc je vais avoir 1 moins 2x plus x2 et le reste x2 epsilon indice 2. Donc pour y cube bien sûr c'est y fois y au carré. Donc déjà on a un x cube en facteur. Et ensuite on recopie les deux crochets. Pour effectuer le produit, on devrait distribuer le premier crochet sur le deuxième. Mais on ne va pas détailler tous les termes parce que notre objectif c'est d'obtenir un développement limité à l'ordre 4 pour y cube. Alors sachant déjà qu'on a du x cube en facteur, il suffit au niveau des crochets de récupérer un développement limité à l'ordre 1. Donc on va expliciter les termes de degré 0, les termes de degré 1, mais ensuite tous les autres termes, on les rassemblera sous la forme d'un reste, on écrira x facteur d'une fonction de limite nulle. Je commence par distribuer le moins 1 sur le deuxième crochet, donc ça va me faire moins 1 plus 2x, et puis les termes suivants, si on met x en facteur, x va se retrouver facteur de x plus x epsilon 2 de x, une expression que je vais résumer avec la notation epsilon indice 3 de x. Maintenant, je vais distribuer le terme x sur le deuxième crochet, donc x fois 1, donc ça me fait x. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai du x carré, du x au cube. Un x cube fois une fonction qui tend vers 0.
Dans tous ces termes, si je mets x en facteur, on aura une expression du même style que celle qu'on a là. Donc on va rassembler tous ces termes au niveau de l'expression en rose ici. Donc on se retrouve avec x cube facteur de moins 1, plus 2x plus x, ça me fait plus 3x, et le reste x fois une fonction notée epsilon 3 qui rassemble plein de termes. On ne va pas détailler, l'essentiel c'est qu'elle soit de limite nulle. Autrement dit, y cube, je peux le développer en moins x cube plus 3x4 plus x4 epsilon 3 de x avec la fonction epsilon 3 de limite nulle quand x tend vers 0. Pour finir, le développement de y4, donc c'est bien sûr y fois y cube. On a cette expression de y ici avec un x en facteur. Y cube, on lui a trouvé une expression avec x cube en facteur. Donc déjà, ça nous fait du x4 facteur des deux crochets. Quand on développera le produit de ces deux crochets, il suffira à ce niveau-là de faire apparaître un développement limité à l'ordre 0, vu qu'on a déjà du x4 en facteur. Donc dans le développement, on va détailler le terme constant et tous les autres termes y passeront dans le reste. Voilà, donc j'ai x4 facteur de moins 1 multiplié par moins 1, ça me fait 1. Et puis le moins 1, si je le distribue sur les autres termes, c'est tous des termes qui tendent vers 0. Pareil, si je voulais distribuer le x ou le x au cube sur le deuxième crochet, tout ça, c'est des termes qui tendent vers 0, donc on les rassemble tous. Leur réunion, on appelle ça la fonction epsilon 4 et elle sera de limite nulle. Donc le développement de y4, c'est du x4 plus le reste, x4 epsilon indice 4 de x, avec une fonction epsilon 4 de limite nulle. Les développements qu'on vient d'obtenir pour y carré, y cube, y puissance 4, on va maintenant pouvoir les injecter dans cette écriture qu'on avait préparée pour la fonction g. Dans le reste, intervient cette fonction phi de limite nulle quand y tend vers 0. Et justement, y il va tendre vers 0 lorsque x tend vers 0. Et par ailleurs, on vient d'obtenir pour y4 une écriture de la forme x4, facteur d'un certain crochet qui tend vers 1, lorsque x tend vers 0. Donc tout ce terme-là, tout ce reste, il va prendre la forme d'une expression de ce style, x4 multiplié par une certaine fonction de limite nulle quand x tend vers 0. Pour commencer, on va injecter dans l'expression de g le développement de y en le multipliant par cette constante a, et on va donc obtenir moins ax plus ax2 plus 0x cube moins a sur 2 x4 et puis le reste plus ax4 epsilon de x. Donc le reste, y4 fois la fonction phi. Juste à l'instant, j'ai expliqué pourquoi il a aussi une écriture de la forme x4 multipliée par une certaine fonction de limite nulle par rapport à la variable x. Alors pour ne pas répéter plusieurs termes analogues, toujours de la forme x4 fois une fonction de limite nulle. Donc ce qu'on va faire, c'est intégrer, fusionner le terme y4 fois la fonction phi à l'intérieur du reste ici écrit en rose. Maintenant, on va injecter le développement de y carré en le multipliant par b. Donc on va avoir plus b x au carré moins 2b x au cube plus b x4. Et puis le reste, donc un b x4 epsilon indice 2 de x. Maintenant, on va injecter le développement de y cube en le multipliant par le coefficient c. Ça va nous faire moins cx cube plus 3cx4 plus cx
x4 epsilon indice 3 de x. Voilà, les restes ont toujours la même forme. Et le terme en y4 fois la fonction phi, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il aurait aussi une expression de ce style. Maintenant, on injecte le développement de y4 en le multipliant par la constante d. Donc ça va nous faire plus dx4 et le reste. Maintenant, on peut rassembler tous les termes. Les termes de degré 1, il n'y en a qu'un seul, c'est facile, moins ax. Les termes de degré 2, on les rassemble, il y en a deux, donc le coefficient, ça va être a plus b. Les termes de degré 3, il y en a deux, avec les coefficients moins c, moins 2b, qu'il va falloir réunir. Les termes en degré 4, il y en a 4 là carrément, donc il faut rassembler tous les coefficients. Donc on a quoi? On a moins a sur 2, plus b, plus 3c, plus d. Voilà le coefficient de x4. Et puis tous les restes, on va les réunir, ils ont tous la même expression. Il y a 5 restes en tout. Donc à chaque fois, on peut mettre un x4 en facteur devant une fonction qui tend vers 0. Donc on les rassemble toutes, et puis cette fonction-là, je ne sais pas comment l'appeler, on va la noter, mettons psi de x. Psi de limite nulle quand x tend vers 0. Alors ne pas perdre de vue que g de y, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est x. Donc en gros, on a deux développements limités, en x, un à gauche, un à droite. Quand on a deux développements limités qui coïncident au voisinage de l'origine, eh bien, ça veut dire qu'on peut identifier leurs coefficients. Donc ici, le polynôme x que j'ai à gauche, on pourrait très bien faire apparaître aussi un terme en x carré, x cube et x4. Pour ça, il suffit de l'écrire comme x plus 0 fois x carré plus 0 fois x cube plus 0 fois x4. Et le x tout seul là devant, c'est comme s'il avait un coefficient 1. Donc en résumé, on a deux écritures différentes pour un seul et même développement limité. Donc on va pouvoir identifier de part et d'autre les coefficients correspondant aux termes de même degré. Par exemple, pour les termes de degré 1, ici j'ai un coefficient 1, là j'ai un coefficient moins a. Donc on aura moins a égale à 1. Pour les termes de degré 2, là j'ai un coefficient a plus b, là j'ai un coefficient 0. Donc on aura a plus b égale à 0. Pour les termes de degré 3, là j'ai un coefficient moins 2b moins c, ici un coefficient 0. Donc pareil, en les identifiant, on se retrouve avec 2b plus c égale à 0. Et pour les termes de degré 4, d'un côté on a un coefficient 0, de l'autre un coefficient moins a sur 2 plus b plus 3c plus d. Pareil, on les identifie, donc je vais avoir moins a sur 2 plus b plus 3c plus d qui va être égal à 0 ici à gauche. Donc a va être égal à moins 1. Le b il va être égal à moins a, c'est-à-dire plus 1. Le c il va être égal à moins 2b, c'est-à-dire moins 2. Et puis d il va être égal à a sur 2 moins b moins 3c, donc c'est-à-dire moins 1 demi, moins 1 plus 6, 5, moins 1 demi, 10 demi, moins 1, ça va faire 9 demi. Donc au total, g de y, pour y voisin de 0, va s'écrire comme moins y, plus y carré, moins 2 y cube, plus 9 demi de y4, et le reste, y4 facteur d'une fonction de limite nulle.